Morgane, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour messieurs. Alors, nous allons parler de ce qui se passe un petit peu sur cet espace Café Show et plus largement un petit peu sur les enjeux du monde du café, sur la durabilité de la production du café. Alors Morgane, je vous laisse me présenter vos invités. Vous êtes vous-même responsable filière chez Max Havelaar ainsi que championne de France de cup testing. Tout à fait. Donc vous maîtrisez absolument le sujet. Donc on va parler de tout cela avec nos invités. Bien sûr. Alors j'aimerais vous présenter tout d'abord Patrick Masson, qui est coordinateur, qui est président de la SCA France, donc Specialty Coffee Association of Europe sur la section française, et qui est aussi donc le directeur de la Maison Jobin, importateur de café depuis plus de 35 ans pour Patrick Masson en France. Et je vous présente aussi Michael McCauley, qui est coordinateur de la SCA France aussi, et qui a pu organiser en fait les différents championnats qui se sont déroulés sur le Syrah avec énormément de plaisir. Michael qui est aussi responsable qualité, achat, café vert chez Café Richard. Voilà, je leur passe la parole. Le café, c'est merveilleux. Bah, écoutez, voilà. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci. En fait, aujourd'hui, le café est un monde en ébullition et donc j'aimerais demander à Michael, par exemple, quelle est son analyse en fait de cet engouement aujourd'hui qui est en vogue en fait en France, notamment sur le café et voilà. Voilà, effectivement, le café aujourd'hui, on voit une grosse évolution. Notre association est née en 2006. Et donc, on a commencé les premiers concours qu'on présente aujourd'hui lors du Syrah à l'espace Café Show. En 2007, on a fait les premiers concours et depuis ce moment-là, on a plus en plus de candidats. On voit les vraies tendances avec les établissements qui s'ouvrent, les gens qui s'intéressent à des nouvelles façons de présenter le café, notamment le latte art, où on va dessiner les motifs dans la mousse de lait, des cœurs, des fleurs, du rosetta, tout ça. Mais surtout, un intérêt pour aller plus vers la qualité. Patrick le sait très bien, il importe les cafés de qualité. Il y a de plus en plus de demandes pour les origines pures d'Arabica, les cafés d'altitude, les cafés plus typés avec un nom précis, une plantation. Donc on voit ça. On est très heureux d'être ici au Syrah. On l'a fait il y a 2 ans, en 2011. Et on a vu énormément de différences du public, de l'intérêt des professionnels et aussi des candidats. Qui de plus en plus demandeurs de formation et aussi de participer au concours. Alors moi, ce qui me frappe dans l'évolution récente du café, c'est que depuis que je nous avons vu des gens qui sont toujours intéressés au café. Aujourd'hui, la tendance pour le café est que non seulement on valorise le produit, mais qu'en plus on valorise la façon de le préparer. Et notre association, dont le but essentiel est de promouvoir les cafés de qualité, de promouvoir les cafés qui sont préparés correctement, parce que c'est un gros travail de le préparer à l'origine. Le café, c'est pas juste quelque chose qu'on cueille comme ça et qu'on va ensuite infuser pour mettre dans la tasse. C'est beaucoup plus sérieux. Il faut cueillir les cerises lorsqu'elles sont mûres. Souvent, on les cueille une par une à la main parce que la maturation n'est pas la même pour chacune des cerises. Ensuite, on sépare la coque. On obtient ce qu'on appelle le café en parche après avoir traité et lavé, parce que la plupart des grands cafés sont préparés par voie humide. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait cette opération, il faut trier le café, il faut le préparer, il faut le sécher correctement. Et ensuite, vous le transportez dans des conditions acceptables. Et après, seulement, vous le passez et vous l'importez pour le donner aux sociétés de torréfaction qui ont à faire un travail remarquable pour non seulement être capable de proposer des cafés en origine pure, mais aussi faire des assemblages comme on fait dans d'autres domaines de la gastronomie. Voilà, c'est ça, c'est de sublimer les arômes. Et en fait, le café, c'est une sorte de cuisine où on va mélanger les saveurs, on va repérer les saveurs. Et c'est justement les baristas. On définit ce mot barista, qui est un terme italien. C'est en français un sommelier du café, si vous voulez. Et donc, c'est vraiment la haute gastronomie du café. C'est le Bocuse d'or du café, toutes nos compétitions. Oui, et j'aimerais justement compléter en disant qu'en fait, le café aujourd'hui,
ce regain d'intérêt qu'il connaît, c'est aussi parce que les gens sont très intéressés de la diversité de ses goûts et ont envie d'être surpris pour mieux découvrir en fait les différentes origines, que ce soit des cafés plutôt d'Éthiopie, des cafés d'Amérique centrale, des cafés du Brésil. Et le barista est véritablement la porte d'entrée dans le bar, dans le lieu de consommation. Il sait préparer le produit, il sait le révéler. Il va même aller jusqu'à aller au Brésil chercher son café avant son concours. Oui, les baristas font ça. Moi, ce qui m'a toujours frappé lorsque j'ai invité des néophytes dans la maison de négoce que je dirige à goûter des cafés, c'est que les gens me disaient mais il existe tout ça dans le café. Les gens, le café pour eux c'était simplement le petit noir du matin. Voilà. Ben, le café c'est pas ça. Le café c'est beau, c'est bon. Ça donne la joie de vivre et en plus, ça vous donne des concours merveilleux à regarder avec un suspense extraordinaire. Je pense à nos concours de cup testing où on a scotché le public là pendant 1 heure sur le résultat et le suspense. Ensuite, vous avez évidemment le barista et le latte art, là c'est le summum parce que vous avez des gens avec des graphismes et une adresse et un talent extraordinaire. Et le nouveau concours, on a présenté pour la première fois, qui est le Coffee in Good Spirits, qui est le mélange de café et de l'alcool. Et ça, le public a bien apprécié parce qu'il y avait quelque chose il pouvait même goûter les boissons après chaque concours. Voilà. Et par rapport aux origines, justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a 68 pays qui sont producteurs de café. Et donc, il y a une grande diversité de goûts. Il y a des cafés qui sont des cafés nature, il y a des cafés qui sont des cafés lavés. Ensuite, il y a différentes régions, des terroirs. Les producteurs goûtent plus leur café, alors qu'historiquement, c'était plutôt des gens qui allaient le vendre parce que c'était une culture d'exportation, une culture de rente, en fait. Et donc, ça, le fait qu'ils s'y intéressent, ça fait que le monde du côté producteur et donc les goûts du café est en pleine expansion aussi. Et le torréfacteur qui va les choisir, donc que vous êtes aussi, que tu représentes aussi, en fait, ce torréfacteur, il agit réellement comme le révélateur de la charge aromatique de ce café-là. Et cette charge aromatique est vraiment intéressante et elle varie. Et donc, elle varie de saison en saison. Et en fait, ce que je trouve passionnant dans ce goût pour le grain torréfié et ce goût pour la préparation artisanale, dans le sens où c'est un art aussi. Enfin, eh bien, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir un café qui va différer d'un mois à l'autre. Et par rapport aux chefs, en fait, et aux restaurateurs, c'est passionnant puisqu'en fait, ça leur permet de proposer la même diversité que ce qu'ils pourraient avoir dans le vin ou aussi dans les produits, les légumes terroir, anciens, etc. Parallèle avec le vin, au niveau terroir, cépage, variété, arabica, robusta. Voilà, c'est tout à fait similaire. Ce qu'il faut éviter, c'est de standardiser les choses. Le café, c'est pas un produit standard. Moi, je dis toujours, c'est un produit agricole et il faut respecter les données essentielles des produits agricoles. C'est pas parce que vous avez toujours le même goût que c'est bien. Il faut des goûts différents, il faut des goûts qui varient, il faut des goûts que les gens surtout apprennent à apprécier. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais goût, il y a un goût adapté à la circonstance. Quand on me demande quel est le meilleur café au monde, je dis toujours c'est celui que vous préférez. Voilà. Oui. Et en plus, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'en fait, donc ces producteurs, donc par exemple, vont chercher en fait à avoir un contact le plus direct avec le torréfacteur pour réellement lui permettre d'avoir certains argumentaires et donc il réalise réellement un travail d'amélioration de la qualité. Et c'est aussi pour ça, Patrick parlait des différents concours qui ont eu lieu sur le Syrah. Par exemple, Max Havelaar, donc l'association pour laquelle je travaille, donc c'est bien une association, hein, pas une société, qui fait la promotion du travail qui est fait dans les origines et de certains critères sociaux, environnementaux, économiques. Il y a aussi d'autres initiatives. Hein. Voilà. Ce qui est surtout intéressant, et ça il faut le souligner, c'est que moi je crois que je suis un des premiers à avoir pratiqué en France l'importation sous les labels de durabilité et d'équité. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la plupart des labels sont capables aujourd'hui, dans le standard choisi, d'arriver à produire le meilleur. C'est-à-dire qu'en fait, on allie à la fois l'intérêt du consommateur, qui est d'avoir un produit de bonne qualité, bien travaillé, bien préparé, et en même temps l'intérêt du producteur qui va mieux valoriser son produit, qui va bénéficier d'un certain nombre de soutiens, et aussi qui va être capable de comprendre que si on veut que les choses perdurent, il faut respecter la planète. Respecter la planète, ça veut dire qu'on va cultiver dans des conditions les meilleures possibles pour arriver justement à produire le meilleur dans les meilleures conditions et avec le respect optimum
des impératifs écologiques. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, en fait, ces problématiques de durabilité et de respect et de transmission de savoir-faire qui sont faites aussi par les producteurs, qui sont faites aussi par les torréfacteurs qui travaillent en France, des torréfacteurs nationaux, des torréfacteurs régionaux qui sont réellement passionnés, qui font ça depuis des générations, mais qui sont toujours à la recherche d'innovation, de la meilleure expression de tous ces terroirs et ensuite de la meilleure préparation, parce que le monde des préparations est aussi en ébullition, il y a plein de façons de le préparer. Ce qui est important de savoir en fait, c'est que sur le café, on a les mêmes problématiques agricoles que celles qu'on peut avoir en France par exemple. Donc là où les producteurs vont avoir une recherche de diversité, de meilleure production en essayant de limiter les intrants, c'est-à-dire les herbicides, les engrais, etc., le producteur de café va avoir les mêmes soucis. Là où les producteurs de lait, de fromage, de vin sont réellement des ferments du développement territorial de leur région, et bien sur le café c'est la même chose, et notamment donc les petites exploitations, mais on peut avoir des petites exploitations, voilà. À ce sujet-là, il faut savoir quand même que le café est produit, comme on l'a dit, dans à peu près 70 pays. Moi, je dirige une maison, on publie un livre où on parle de 80 pays producteurs. Bon. Eh bien, il faut savoir que la plupart des exploitations de café, on va dire qu'à peu près 80% du café produit dans le monde est produit par des petites exploitations. Ça veut donc dire que c'est un travail vraiment artisanal depuis le départ jusqu'au moment où on est capable de le livrer aux consommateurs. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on écœure les gens, entre guillemets. Le café, c'est aussi un produit qui doit permettre de vivre, qui doit permettre d'arriver à améliorer sa connaissance des choses, mais aussi d'améliorer ses capacités gustatives. Et surtout, quand on termine un bon repas, il faut le terminer avec un café remarquable, sans quoi vous restez sur un mauvais souvenir. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette association, pour promouvoir les bons cafés, promouvoir les bonnes façons de le faire et attirer le public. Le café, c'est aussi un jeu, c'est pas seulement des termes rébarbatifs. Et je peux vous dire que c'est une tendance mondiale, parce que moi, en tant que juge international pour ces compétitions, je vois que déjà au championnat du monde de barista, par exemple, il y a 54 pays qui y participent. Donc la France n'est pas le premier ni le dernier, mais on commence à rattraper un peu certains, notamment les pays anglo-saxons. On va y arriver, Michael. Parce qu'ils n'avaient pas du tout une culture café, alors que l'Italie, la France, on a quand même une culture forte de café. Donc on était un peu plus lent à y arriver, on est plus tradition. Et donc ces concours, on voit un engouement mondial. Et je pense qu'il y a un bel avenir pour le café. On ne va pas arrêter demain à boire du café. Sûrement pas. Alors, on pourrait parler des différents paramètres pour la qualité d'un expresso. On a évidemment le café torréfié qui doit correspondre au goût de la clientèle, mais on n'a pas parlé de la tasse, on n'a pas parlé de la conservation et tout ce genre de choses-là. Alors d'abord, vous avez dit un bon café expresso. Il y a plein de façons de boire le café. Oui, c'est vrai. Hein, il ne faut pas limiter ça à l'expresso. L'expresso, c'est bien. C'est une forme de boîte de préparation du café. Une des tendances aujourd'hui, c'est de sublimer l'arôme d'une origine de café par sa méthode en filtration, par exemple. Et la méthode de filtration, c'est effectivement ce qui va être goûté par les champions de cup tasting, puisque en fait c'est ce qu'on va rechercher. On va aller pendant les championnats, on demande en fait aux candidats, aux dégustateurs, de savoir faire le distinguo en fait entre deux types de café. Donc ce sont des tests triangulaires. Donc vous avez deux cafés semblables et un café qui peut être différent. Et là, par exemple, quand on va en Éthiopie, qui sont des cafés très acidulés, avec des arômes floraux, de jasmin parfois, de fleurs d'oranger, avec une belle acidité citrique. À ce moment-là, si vous prenez deux cafés, par exemple un Sidamo et un Yirgacheffe, ou même deux Sidamo qui vont avoir d'Éthiopie, qui est une très belle région de café, à ce moment-là, en fait, vous allez devoir faire cette petite différence. Et en fait, ça fait appel à... On va parler de l'acidité, on va parler de l'aromatique, on va parler de la longueur en bouche. Et c'est tous ces critères-là que le dégustateur de café va rechercher. Et des choses que vous pouvez tout à fait retrouver, effectivement, dans des méthodes de filtration, de French press, etc. La base d'un bon café, effectivement, moi, je privilégie d'abord une mouture fraîche. C'est-à-dire, on voit une tendance d'aller plus un peu retour aux sources sur le café en grains, acheté en brûlerie, on peut choisir, et on peut moudre juste avant de l'utiliser. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'odeur du café fraîchement moulu. Et cet arôme arrive dans la tasse. Alors que le café prémoulu, vendu sous vide, c'est protégé, entre guillemets, mais c'est moins bon. C'est pas la même chose. Michael, on va finir par avoir des ennuis. Hein.
Donc, Mais c'est tout à fait, on voit vraiment cette tendance-là et ça se vérifie dans les chiffres. Il y a une très belle croissance aussi sur le café grain qui sera vendu effectivement dans des brûleries et aussi dans les supermarchés. Les gens veulent retourner au grain, veulent retourner à l'origine, veulent trouver une grande diversité. en un mot, c'est la que recherche de l'authenticité. la recherche de l'authenticité. Le café doit rester authentique. Le café, c'est un plaisir, ça doit être authentique. C'est quelque chose, si vous voulez, que vous devez naturellement apprécier. Alors après, pour préparer, pour revenir sur ce que disait Michael, donc entre le grain et le moulu, donc on va révéler tous les arômes et ces arômes sont très volatiles. C'est aussi pour ça que comprendre le café, ça peut être un peu compliqué parce que ça va demander d'aller chercher tous ces arômes, toute cette complexité. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est que pour préparer un bon café, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, il faut avoir une eau qui a une minéralité assez neutre. Vous n'allez pas prendre une eau qui serait très chargée en calcium ou en magnésium, par exemple. Vous allez prendre une eau nature. Attends, Morgane, le café, tu dis c'est compliqué, moi je dis non. Le café, c'est comme le reste, il faut apprendre. Voilà. Exactement. Oui, et il faut être formé. C'est pas compliqué, il faut apprendre. Ah, tout à fait. Le vin, on apprend. Les gens qui goûtent du vin ou qui sont de l'eau, ils apprennent. Mais le café, ça s'apprend. Exactement. Notre rôle, c'est de le faire apprendre. Au même titre, il y a 30 ans, avec l'œnologie. La caféologie, aujourd'hui, on commence à connaître. Le grand public sait ce que c'est un arabica aujourd'hui. Donc, voilà. On arrive. Pour les consommateurs de café, le filtre est une très bonne manière d'obtenir énormément de caféine. Maintenant, si le matin, vous allez prendre au bar un petit café et que vous le souhaitez un peu allongé, à ce moment-là, c'est la façon dont vous allez avoir la meilleure charge en caféine. Donc, c'est le café qui va vous réveiller. Par contre, si vous voulez avoir vraiment l'extraction des arômes, à ce moment-là, il vous faudra plutôt un expresso dont le volume fait à peu près un expresso standard de bonne qualité. Michael, qu'est-ce que c'est? C'est environ 20 millilitres, un expresso Non. En moyenne, c'est 45 millilitres en France. Ça varie. Si on va en Italie, c'est 25-30 millilitres. On a des personnes qui vont essayer de faire 60. Bon, on sait qu'on rajoute plus de caféine, plus on rajoute de l'eau à travers le café, au contraire de ce qu'on pense. Donc, un café filtre, par exemple, au goût plus léger, a plus de caféine qu'un expresso. Donc, oui, exactement, parce que la caféine est soluble dans l'eau. Absolument. C'est ça. Et donc aujourd'hui, la tendance, c'est les tasses deviennent plus petites au niveau volume. Donc ça oblige en quelque sorte les professionnels pour faire un volume plus réduit qui est vraiment le nectar du café. Pourquoi c'est en fait le nectar du café, un volume plus réduit? C'est simplement que les arômes sont mieux révélés? C'est surtout le mode d'extraction. Parce que l'eau arrive sous pression et arrivant sous pression, elle extrait donc d'autant mieux. Mais on va prendre tout ce qui est bon en premier et après c'est la caféine, l'amertume en fin de tasse, en fin d'extraction. Donc il faut faire attention, faire des cafés plus courts. Ouais. Est-ce que ce serait possible, Michael, toi qui as notamment suivi le championnat et notamment la finale de Barista, puisque tu l'as animé, il me semble, est-ce que ce serait possible que tu nous parles de ce champion, Luca? Et la façon dont il a préparé. Pendant le concours, le candidat doit présenter 4 expressos, 4 cappuccinos et 4 boissons signature de sa création sans alcool, avec café bien entendu. Et donc lui, il voulait prendre son café du grain jusqu'à la tasse. Donc il a pris les fruits du café, ça s'appelle les cerises du café. Et il a fait des infusions avec la pulpe, avec la parche qui renferme chaque grain. Et il a fait des espèces d'infusions pour répliquer les arômes qu'on va retrouver. Donc on a en quelque sorte dégusté toute la partie du café et non seulement juste le grain. Donc c'était très intéressant, il a gagné. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les arômes qu'on pouvait trouver dans, par exemple, le parchemin honey processed dont il a extrait les arômes? Là c'est du muscovado, c'est vraiment du sucre un peu brun et miel. Et c'est ce qu'il avait mélangé avec cette partie du café. Le café a de très beaux jours devant lui, hein, quand même. Puis à entendre votre enthousiasme, je vais vous dire, ça fait plaisir. Voilà, on sent tous les trois que vous êtes passionnés par votre sujet et vraiment c'est très plaisant. Et c'est vrai qu'on est sur un monde qui s'est beaucoup transformé, qui s'est beaucoup professionnalisé. Donc voilà, longue vie à votre univers et au café. Merci beaucoup. Un grand merci à vous.